Nous allons commencer avec Jean-Luc Mélenchon, la figure de la France insoumise. Ce livre, il faut le lire absolument parce que voilà, on comprend ce que c'est qu'une des trois grandes forces du pays, les macroniens, les lepéniens, le pénistes et Jean-Luc Mélenchon. Explication de texte dans quelques instants. Vous êtes flatteur. Pour l'instant. Disons que ça permet d'entrer en contact avec une pensée globale, critique sur le monde dans lequel nous vivons et un peu propositionnelle, mais c'est pas le plus important. A tout de suite, Jean-Luc Mélenchon. Votre livre, Faites mieux vers la révolution citoyenne. Jean-Luc Mélenchon, l'homme des 22% à la présidentielle, une des trois grandes forces politiques du pays. Un constat d'abord, j'ai souvenir beaucoup de livres théoriques de la gauche. Il y avait cette idée de grand soir dans d'autres générations. Est-ce que c'est fini ? Oui, je crois que c'est fini au sens où plus personne ne peut croire qu'on va changer la vie en appuyant sur un bouton ou en une nuit. Il y avait beaucoup de folklore là-dedans. La vérité, c'est que personne n'y a jamais réellement cru sérieusement. Vous y avez cru à une certaine époque ? Jeune homme, évidemment. Et j'espère qu'il y en a encore beaucoup qui rêvent de tout transformer d'un seul coup. Est-ce que vous avez changé ? En quoi vous avez changé ? D'abord, dans la pensée, heureusement. Je suis l'héritier, comme pratiquement toute la gauche, socialiste, communiste, anarchiste, d'une vision critique du capitalisme, comme à toutes les époques, on critique le mode de production, mais on n'avait pratiquement aucune vision qualitative. Tout était quantitatif. Ça, c'est la rupture. La rupture, ça reste l'objectif. La rupture avec le capitalisme. Oui, mais si vous voulez, à l'époque, on avait un débat qui n'a jamais abouti. Certains disaient « Ah, mais il y a une contradiction dedans, ça va s'écrouler tout seul ». D'autres disaient « Non, il faut une avant-garde ». Bon, il y a eu... Non, mais c'était des débats dignes. Mais il y avait une chose qu'on n'avait pas vue. C'est que la fracture se produirait à l'endroit auquel on n'avait pas pensé. Pourquoi ? C'est-à-dire, la population se développe, puisque la science a permis qu'on meure moins des grandes épidémies, beaucoup moins, et de l'autre côté, cette population qui augmente, mélangée avec un régime économique qui produit sans cesse, n'importe quoi, n'importe comment, du moment qu'il espère vendre, ça donne le résultat, c'est que à 1 milliard, le capitalisme, c'est immoral, à 8 milliards, c'est dangereux. À 10 milliards, c'est un suicide. Le nombre, vous avez des pages très fortes là-dessus, sur le nombre. Mais si on resserre encore un petit peu, on se rappelle la mémoire de certains grands hommes qui voulaient le changement, mais par la force. Et parfois, ils ont été présents dans vos discours. Robespierre, un peu moins Lénine, Trotsky, tous ces gens-là, c'est fini là, vous dites un peu folklore. Des gens qui voulaient par la force vite changer les choses. Ne m'attribuez pas absolument... Bon, d'abord... pour ce qui est de Robespierre, c'est pas lui qui voulait la force, c'est que je me permets de vous le rappeler. Il a décapité quelques personnes au passage. Non, vous avez tort, vous êtes mal renseigné. Mais peu importe, j'ai pas envie d'avoir une dispute avec vous sur le sujet à cet instant, sur ce personnage. Mais je me permets de vous rappeler, juste pour votre mémoire, que la totalité de l'Europe a essayé de nous envahir à l'époque. Donc, il y avait, comment dire, une certaine violence importée. Mais mettons ça de côté. Mais pardon, Jean-Luc Mélenchon, je vous pose la question parce que... J'ai compris que c'est la question de la violence. Là, et de la contrainte. Vous dites qu'il faut changer de monde. Est-ce que c'est possible sans contrainte ? Vous avez des pages très intéressantes sur l'espèce de course en avant que nous avons, ces vêtements qu'on achète dans des quantités inouïes, la course en avant du bruit, la course en avant de la consommation. Est-ce qu'on peut changer ça si ça n'est par la contrainte ? Alors d'abord, vous mettez le doigt sur certainement la chose la plus moderne de mon livre. J'ai essayé de donner un contenu concret au choc entre le mode de production et son incompatibilité avec la nature. Et je me suis aperçu qu'en réalité, c'était un choc des rythmes. Un rythme, celui de la production capitaliste, s'impose à tous les autres et les fracasse. Et bon, vous donnez l'exemple des vêtements, c'est absolument incroyable. Mais on peut en prendre d'autres. Il faut 1 seconde pour produire un sac en plastique et 4 siècles pour le dissoudre. Donc nous avons un choc des rythmes. Est-ce que c'est réversible ? Est-ce que c'est réversible ? Parce qu'en théorie, tout le monde est d'accord avec vous. En pratique, attendez, laissez-moi vous répondre. Mais juste, je donne un exemple. Moi, j'ai des filles. Les filles, elles adorent ces baskets en plastique qui sont des aberrations et polluantes, etc. Tous les jeunes veulent ça. Ils n'écoutent pas Jean-Luc Mélenchon. Ils écoutent le marché. Ils écoutent les grandes marques qui leur offrent ça. Qu'est-ce qu'on y fait ? Ça a toujours été comme ça. Le système est bien organisé. Il produit, c'est d'ailleurs une des choses que je montre, il ne répond pas aux besoins essentiels. Il répond à des besoins qu'il crée le plus souvent, alors le paradoxe, c'est qu'il crée aussi de la rareté, c'est-à-dire il y en a, mais pas pour tout le monde, et c'est pourquoi il y a un prix qui va aller s'élevant. Mais n'entrons pas à ce niveau de détail, je reste à votre question de départ. Est-ce qu'on peut changer sans contrainte ? Est-ce qu'on peut faire une révolution non violente ? Bon, le chef de l'État actuel, M. Macron, a fait un livre pour être élu qui s'appelait Révolution. Bon. Voilà. Vous, c'est Révolution citoyenne. Oui, citoyenne.
il n'y avait pas de précision. Moi, je précise, c'est une révolution citoyenne, c'est-à-dire c'est la révolution où la masse doit contrôler elle-même son existence. Et c'est pas seulement par méfiance à l'égard de tous les pouvoirs, c'est toujours sain, mais c'est aussi qu'elle doit s'interroger sur ce qu'elle fait. Vous venez de mettre le doigt dessus. Enfin, écoutez, vous ne pouvez pas continuer à vouloir vivre de cette manière, puisque nous sommes en train de saccager la planète et nous pourrions la détruire définitivement. Mais c'est pourquoi il n'y a aucun régime qui ne comporte pas de contraintes. Tout ça en théorie, oui. En pratique, voyez que tout le monde a envie de nous ressembler dans le monde. À preuve, les migrants qui vont de l'Afrique vers l'Europe libérale, consommatrice, consumériste, tout ce que... Ils vont pas dans l'autre sens, hein. Ça vous a pas échappé. Je crois que c'est quand même. Pardon, ouais, vous êtes dans une illusion doucereuse. Alors quelle est l'illusion? Eurocentrée. Vous croyez que tout le monde désire vivre comme nous? Ça y ressemble. Mais écoutez, non, les gens désirent vivre. C'est une différence. C'est sûr, c'est déjà beaucoup. Il n'y a pas d'eau, il y a la guerre. Ils sont traités pique-pendre, et quand ils arrivent ici, ils sont traités encore plus mal. Donc mettons de côté l'idée très européocentrée que tout le monde nous désire. Je m'excuse, mais non, ce n'est pas vrai. Personne dans le monde ne désire le mode de vie occidental. Il désire un mode de vie digne. Voilà comment les gens le ressentent. Allez dans la rue, questionner les gens, les jeunes de n'importe quel continent, ils ont davantage envie de vivre. Vous l'avez fait d'ailleurs. Ils ont davantage. Vous en témoignez. Vous croyez qu'ils ont envie d'aller à Pékin sous une dictature? Ah, j'ai pas dit ça non plus. Hein. Alors, pas dit ça non vous plus. Croyez qu'ils ont envie d'aller où d'autre que dans l'Europe libérale, démocratique, développée? Voilà. Que ça nous plaise ou non, je dis pas que c'est bien. Voilà, c'est ça, vous avez raison. C'est clair, tout le monde désire venir ici, et même d'ailleurs les gens qui sont ici, vous ne vous rendez pas compte qu'ils ne font plus d'enfants. C'est un mystère qui doit vous échapper, puisque ce monde est si désirable. Comment se fait-il qu'on n'ait même plus le goût de la vie? Il faut aller maintenant à comprendre notre époque. Vous pouvez continuer à fanfaronner, et croire que tout est bien, tout va... Non, ça ne peut pas durer, cher monsieur, c'est impossible. J'essaye de vous expliquer, dans ce livre, ma critique essaye de mettre en rapport les événements qui rendent le monde compréhensible. Le nombre et le mode de production. La ville, c'est en fait d'une nouveauté radicale dans l'histoire de l'humanité. Depuis 2008, il y a plus de monde qui vit en ville qu'à la campagne. Ensuite, les réseaux, le nouvel acteur social, le peuple, ça n'est plus le prolétariat du 19e ou du 20e siècle, c'est un autre acteur social. Voilà de quoi parle mon livre. Jean-Luc Mélenchon, vous mettez le doigt sur un point très important, vous venez de le dire, c'est ce trou démographique européen, et on voit un certain nombre de gens, Madame Merkel, elle n'est pas de votre boutique, pourtant elle l'avait assumé très clairement en disant, on a besoin démographiquement de ces gens. Est-ce que vous le pensez ? C'est pas seulement que je le pense, et je pense que c'est inévitable. Mais comme c'est pas dans l'air du temps, et qu'il faudrait s'en expliquer pendant des heures face à des meutes enragées de racistes et de xénophobes, laissons filer, le temps que vous vous rendiez compte. Il n'y a pas que, pardon, je viens justement de vous donner l'exemple de Mme Merkel, démocrate chrétienne, protestante, proche du patronat, c'est tout sauf votre boutique. Elle l'a assumé très bien. C'est vrai qu'en France, ça se fait moins. Mais on est en France ici, non, sauf erreur. Bon, en France, pas comme ça que ça se passe. Bon, en ce moment, ce qui domine, c'est un discours aberrant. Oui, mais pardon, juste pendant cette question encore. En France, j'arrive quand même à faire une phrase. Je vous laisserai après. Vous avez tout le temps. Vous avez tout le temps que vous voulez. Je vous en prie, c'est vous l'inviter. Non, la loi immigration. Un exemple concret, parce que ça rejoint un petit peu votre réflexion. Faire que, proposition du gouvernement, que pour les métiers sous tension, petit à petit, il y ait une régularisation. Est-ce que ça va dans le sens que vous indiquez ? Mais d'abord, vous ne savez pas dans quel sens ça va, vu que vous m'avez interrompu. Alors donc, je vais dire aux personnes qui nous écoutent, supposez que vous ayez trouvé le moyen, que personne ne connaît et qui est impossible, de chasser de notre pays tous les clandestins qui s'y trouvent, et sans doute aussi une bonne partie des immigrés. Vous devez savoir que vous devrez mettre immédiatement la main à la poche pour sortir 30 milliards d'impôts et de cotisations qu'ils payent, alors qu'ils consomment moins de prestations qu'ils n'en payent par leurs cotisations. Donc, tout le discours sur l'immigration est un discours irréaliste. Voici 30 ans qu'à la cadence d'une par an, nous avons des lois sur l'immigration. Et apparemment, elles n'ont jamais rien réglé. Comment se fait-il ? Par exemple, vous, comme journaliste, vous pourriez vous dire, mais à quel moment quelqu'un a-t-il présenté un bilan de tout ce qui a été fait ? Eh bien, je vous réponds, jamais. Vous avez raison, rien n'a marché. Personne. Rien. Non, mais attendez. Il n'y a pas besoin de faire une grande enquête. Tout le monde le constate. Rien non seulement rien n'a marché, tout ça est absurde, mais à la fin, on ne sait pas pourquoi, puisque personne n'a jamais fait le bilan de toutes ces lois. Maintenant, on nous dit on va donner des papiers aux travailleurs des secteurs en tension. Bien. Alors, au moins une idée concrète. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une sottise.
Mais nous allons la pratiquer, puisque ça sera adopté, vous aurez toutes sortes d'aboiements, des gens dire bon, tout ça est absurde. Mais parce que je vais vous expliquer. Si vous prenez, mettons vous décidez, allez, cette année, il y a une profession en tension. D'abord, pourquoi elle est en tension, s'il vous plaît? Commencez par réfléchir. Pourquoi est-elle en tension? Parce que les gens sont maltraités et mal payés. Sinon, des gens auraient envie d'aller faire ce métier. Donc, on fait venir des gens... pardon, parce que le développement économique fait qu'il y a moins de gens en Europe de l'Ouest qui ont envie de faire de la plonge dans les restaurants. Ça, c'est vrai. C'est ce que je suis en train de vous dire, mais vous le dites autrement. Mais ça s'interprète dans les deux sens. Non, parce verre à demi-vide ou à demi-plein. D'accord. Vous voulez dire que les gens sont tellement bien payés? Non, je dis pas ça. Non, eh ben alors, mais je dis qu'il y a une catégorie de la population qui, heureusement pour elle, voilà, a quand même progressé socialement, qui fait qu'elle a moins envie de faire ça. C'est un fait. Alors, je pourrais continuer. À ce moment-là, les métiers qui sont remplaçables par des machines, pourquoi ne le sont-ils pas? Parce qu'une personne mal payée coûte moins cher qu'une machine. Donc, je vous en prie, ne biaisez pas. Mais je vous ai interrompu et c'est pas bien. Ne biaisez pas avec pourquoi c'est une mauvaise mesure selon vous? Je vous laisse finir, oui. Là, vous êtes trop bon. Voilà, je sais. Non, mais franchement, vous voulez dire que j'ai le droit de répondre? Allez-y, vous avez tout. Non, mais attendez, répétez votre question, je n'ai pas bien compris. Non, finissez votre raisonnement, effectivement. Alors, pourquoi, d'après vous, est-ce que c'est une mauvaise mesure? Premièrement, les métiers en tension ne sont en tension qu'en raison des mauvais traitements qu'on fait subir aux gens qui s'y trouvent et des mauvaises payes. Deuxièmement, à supposer qu'on parte de cette situation, vous allez donc fixer une liste tous les ans, dans laquelle vous mettrez évidemment aussi, car cela vous aura échappé, les métiers en tension de haut niveau de qualification. Car il n'y a pas que des gens qui n'ont plus envie de faire la plonge, il y a des gens qui veulent plus être médecins, il y a des gens qui veulent plus être infirmiers, il y a des gens qui veulent plus être enseignants. Tout ça, c'est pas la plonge. Pourquoi tous ces gens-là ne veulent-ils plus? Parce que c'est mal payé et parce qu'on est maltraité. Donc on va prendre dans ces métiers en tension des gens qui viennent des autres pays, qui les ont produits à grands coûts de frais éducatifs, et nous allons leur voler leur matière grise. C'est une activité qui ensuite nous permettra de dire vous n'arrivez pas à vous développer. Quelle est l'autre branche d'alternative? Parce que aider ces pays, tout le monde est d'accord, mais ça prend des années, voire des décennies. Ça non, mais attendez, vous y êtes pas là. Je crois que vous vous trompez complètement de sens, encore une fois. Il ne s'agit pas d'aider ces pays, mon cher. Il s'agit de s'aider nous-mêmes. Est-ce que vous réalisez qu'on n'a plus de toubib, qu'on n'a plus d'infirmières, qu'on n'a plus d'enseignants? Et vous allez vous donner le beau rôle de dire oui, nous verrons si nous allons aider les autres. Vous n'y êtes pas. Ouais. C'est eux qui ont besoin de nous aider. Nous avons besoin d'eux. Ils ont besoin mutuel. Attendez, on n'a pas mutuel. Non, voilà que le besoin est devenu mutuel. Non, monsieur. C'est ici qui manque des enseignants. C'est ici qui manque. Ils ont besoin de développement aussi. Ici, oui, alors après, ils ont besoin de développement notre aussi. pays a été carmondisé par la politique néolibérale. Et petit à petit, vous allez vous en rendre compte. Mais je termine, puisque c'était la question. Et vous allez voir. Donc, on va prendre des métiers en tension. On va faire une ligne. Très bien. Il y en a 100. Et après, quand on arrive au 101e et au 102e, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On les fout dehors. Ben, c'est déjà le problème qu'on a. Par conséquent, comme vous n'y arrivez pas aujourd'hui, vous n'y arriverez pas demain. Tout ça est absurde. On règle quand même au moins. Voilà, il y a effectivement un intérêt mutuel de quelqu'un qui apporte au pays sa force de travail, son développement, la famille qu'il créera et l'intérêt réciproque. On est d'accord. C'est déjà ça de prix. Oui. Peut-être que le 101e, peut-être que le 101e faudra attendre, mais 100, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement. Vous savez, le moindre mal, c'est toujours le mal. Hein, bon. Mais regardons ce que vous venez de dire vous-même. Oui. Vous, pas moi. Vous, pas le gauchiste, pas moi, qui suis un type raisonnable. Je suis peut-être tout à fait gauchiste. Oui, vous venez de dire, on prend les gens qui apportent au pays, etc. Vous venez de le dire, oui ou non? Parfait. Dans ces conditions, pourquoi ne pas appliquer ce que je propose? On donne des papiers à tous les travailleurs sans papier. Pas à certains qui que quoi, à tous les travailleurs sans papier. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on règle un problème de clandestinité, on remet des gens dans une relation normale à la loi, et en même temps, on reconnaît le travail qui est fait. C'est vous qui venez de le dire, pas moi. Un appel d'air, objectivement. Un appel d'air. Ça fait combien de générations que vous n'avez pas migré dans votre famille? Un appel d'air tout à fait légitime, c'est pas une honte. Tous les peuples du monde ont le droit de bouger, mais de fait, c'est un appel d'air, non? Non, pas du tout. Pourquoi non? Mais parce que vous, encore une fois, vous êtes dans la vision où nous sommes très désirables, et alors tout le monde veut venir chez nous. Preuve en est, oui, preuve en est. Oui. Mais écoutez-moi. Regardez ce qui se passe en Méditerranée. Mais attendez, arrêtez de parler avec des mots qui n'ont pas de sens. Un appel d'air. Vous avez déjà été dans un village où on organise l'immigration? Vous croyez que les gens se réunissent et disent bon, regarde, on va comparer le droit des différents pays. Où est-ce qu'il y a des avantages? C'est pas vrai.
Les gens disent Mais comment pourquoi pas pouvons-nous... Non, Jean-Luc Mélenchon. Alors là, vous disiez faire des reportages. Il y a X reportages montrant que les gens sont très informés, ne sont pas plus bêtes ni plus intelligents que les Européens. Ils font du droit s'informent, comparé au village. Ils s'informent, ils voient bien, franchement, c'est l'expérience que je donnais avant, ils ont plus d'intérêt à aller en Europe de l'Ouest que d'aller, je sais pas quoi, en Chine ou au Venezuela. Ça, effectivement. C'est tout ce que vous avez trouvé, la Chine et le Venezuela. Alors, je peux vous donner plein d'autres exemples. Oui, moi aussi, je pourrais vous en donner qui montrent que les gens vont là où ils peuvent. Et voyez-vous, il n'y a pas de chemin à pied pour aller au Venezuela. Vous comprenez? C'est vrai. Et il n'y a pas non plus de chemin à pied pour aller jusqu'à la Chine. Donc je vous en prie, donnons à notre échange une certaine tenue. Alors, Jean-Luc Mélenchon. Commençons par partir du fait que les gens veulent vivre, qu'ils apportent quelque chose à notre pays et que ce n'est pas notre intérêt de maintenir dans la clandestinité des gens qui travaillent et qui rendent service à notre pays et qui, par leurs cotisations, par l'éducation de leurs enfants, qui sont de bons petits Français la plupart du temps, eh bien, enrichissent notre pays. Donc il faut arrêter de les regarder de haut et de les maltraiter. Si on va aux conclusions de votre livre, ce que vous appelez la créolisation, est-ce que, à votre esprit, c'est, pour tout ce que vous venez de dire, inéluctable? C'est-à-dire que ça plaise, que ça ne plaise pas, on arrivera là. C'est clair. Ça, c'est une évidence. D'ailleurs, vous êtes vous-même créolisé à fond. Pourquoi? Parce que vous utilisez continuellement des mots d'anglais dans les titres des journaux, dans la rue, le nom des boutiques. Ah, mais c'est de l'anglais, alors ça ne dérange pas. Mais vous ne vous rendez pas compte que dans le vocabulaire ordinaire, il y a des mots de toutes les langues. La langue française est une invention. C'est un type dans un bureau qui a décidé qu'on parlerait français. Il y a des degrés. Des gens ont fabriqué la langue. Il y a des degrés de créolisation, de mélange de la population, de mélange des cultures. On voit en Europe, ce sont des élections récentes, pardon. Regardez les votes en Slovaquie. Regardez la campagne électorale qui a lieu en ce moment en Pologne. De peuples ou de partis de peuples qui disent, nous, on ne veut pas être créolisé. Est-ce que vous leur donnez ce droit? Ah bon, Est-ce vous les avez ont le entendus droit dire qu'ils ne veulent pas être créolisés? Leur Premier ministre élu, pour l'instant. Il a été élu par une majorité. Attendez, les Polonais sont créolisés avec tous les peuples qu'il y a autour. Non, ils sont moins créolisés que les Français, c'est vrai, oui. Mais vous êtes remplis de préjugés, vous les débitez les uns derrière les autres. Jean-Luc Mélenchon. L'appel ils ont été très généreux pour accueillir des Ukrainiens, mais ils sont moins généreux. Ils sont moins généreux. Et d'ailleurs, les gens de votre parti même s'en plaignent. Mais non, pas du tout. Mais attendez. Pardon, ils sont moins généreux. Quand je serai invité dans votre émission, je donnerai mon avis sur le sujet. Allez-y, exprimez-vous. Je finis la question. Ils sont moins généreux pour accueillir des peuples de Méditerranée. Ils le disent. Ils ne le cachent pas. Ce sont des faits. Mais est-ce que vous leur reconnaissez ce droit ou est-ce que vous considérez que c'est du racisme? Vous faites un grand détour pour en arriver aux Méditerranéens. Mais commençons, puisque vous avez abordé le sujet, par dire que ça ne vous a pas gêné. 4 800 000 Ukrainiens intégrés dans l'Union européenne. En France, 120 000, c'est-à-dire autant que toute une année d'immigration habituelle dans notre pays. Bien. Qu'est-ce que ça révèle d'après vous? Ça révèle que notre pays est travaillé en profondeur par une absurde xénophobie à l'égard des peuples du Maghreb et de l'Afrique, et en particulier des musulmans. Mais disons les choses ouvertement, ce n'est pas mon cas. Alors nous sommes partis de la créolisation. La créolisation signifie le mélange spontané des cultures. J'ai pris l'exemple de l'anglais pour moins vous choquer, pour que vous compreniez tous que la créolisation, c'est ce mélange des langues, des habitudes, des mœurs, des façons de vivre, de s'habiller et de parler. Le phénomène de la créolisation est un phénomène rassurant, parce que entre l'universalisme, dont je suis partisan, qui est un peu abstrait, et la réalité qui est faite de différences, le moyen terme, c'est la créolisation, c'est-à-dire l'éruption du commun de manière originale, nouvelle, prévue par personne, dirigée par personne. Et c'est pourquoi la créolisation est l'avenir de l'humanité. D'ailleurs, vous et moi, on ne sera plus là pour voir ça, peut-être que si. Mais là, en ce moment, l'humanité est en train de franchir une étape sans s'en rendre compte, comme elle ne s'est pas rendue compte du passage à la ville, elle ne s'est pas rendue compte des 8 milliards. Nous sommes en train d'entrer dans l'espace infini. Alors, il reste des discussions subsidiaires pour savoir si on n'utiliserait pas mieux l'argent. Elles ont lieu. Mais la vérité, c'est qu'on est en train de le faire. Eh bien, vous verrez que quand il s'agit d'aller dans l'espace, cher monsieur, tout le monde est créole. Dans la station internationale, on mange de la cuisine sous vide française, on parle en anglais, et le reste se fait à partir de mathématiques qui sont universelles. Jean-Luc Mélenchon, vous le dites vous-même, cette idée, qu'elle soit bonne, mauvaise, inéluctable ou pas, n'est pas populaire dans une grande partie de l'électorat. Non, moi je dis pas ça. Vous le dites, mais non, pas moi. Vous avez dit xénophobie marquante, si marquante en France. Oui. C'est vous qui le dites. Oui, et alors? Est-ce que vous concevez que, notamment à gauche, ça a été la déclaration hier de Fabien Roussel, certains disent, tout ce que dit Jean-Luc Mélenchon, ça a une grande force, 22% à la présidentielle, mais
ce sera un effet plafond. À un moment donné, ça va arrêter le développement. C'est son propos. Il faut le citer exactement. La gauche ne gagnera pas avec Jean-Luc Mélenchon. C'est possible. Elle pourrait gagner avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui comprendrait son époque. Comme je l'ai fait moi-même. Parce que figurez-vous que le résultat de 22% n'a pas été atteint seulement par des performances de communication, qui étaient très importantes. Jean-Luc Mélenchon, je me permets de dire, vous comprenez très bien à votre époque, au contraire, mais très bien pour conquérir effectivement 22%, 30%, 50%, c'est autre chose. Est-ce que c'est le risque d'être comme le Parti communiste en d'autres temps, fonction tribunicienne, très grande réussite, mais toujours en dessous des 50? Oui, bah écoutez, on verra. Attendons que les élections viennent. Ce que je sais, c'est que on ne peut pas faire une politique populaire sans le peuple. On ne peut pas faire une politique pour les ouvriers sans les ouvriers. Or, la masse des ouvriers français sont racisés. Or, la masse de la population française vit dans les cités populaires. Or, la masse du peuple français ne s'identifie pas aux propos et à la vision du monde d'une fraction limitée dans ses rangs, qui est en effet xénophobe et raciste. Est-ce que vous Donc ne me demandez pas, pardon monsieur, mais la noblesse du combat politique, c'est de défendre des idées, et des fois, elles ne sont pas spontanément majoritaires. Elles le deviennent parce qu'on se bat pour elles. Eh bien, moi, je me bats pour l'idée de l'universalité du genre humain, parce que je suis content qu'il y ait 6 millions de mes compatriotes qui n'ont pas la même religion que les autres, si bien que nous avons une diversité qui fait la force de la France. Jean-Luc Mélenchon, vous soulignez, et vous avez raison, à quel point la classe ouvrière a changé. C'est plus celle des années 50. Est-ce que vous assumez qu'il y a aussi un vote, comment vous l'appelez, communautaire? C'est intéressant, ça a gêné les gens de donner le chiffre souvent à la présidentielle. 69% des musulmans de France ont voté Mélenchon. Ah bon? Oui, c'est la Croix, sondage de la Croix. Ah. Et il n'y a aucun mal à ça, mais comment est-ce que vous qualifiez ce vote? Est-ce que ça vous revendiquez? Non, mais je le conteste. C'est pas une bonne manière de faire. Il peut être flatteur, on peut l'interpréter anti-flatteur. Oui, celui de leur point de vue. C'est pas le sujet. Les musulmans ne votent pas comme musulmans. Ils votent comme vous. Vous êtes un être humain. Vous ne votez pas d'après votre religion. C'est un des déterminants. Allez, un des déterminants. Il y a eu un vote catholique. Il y a eu un des déterminants. Un des déterminants. Ouais. Vous ne votez pas d'après l'opinion de votre voisin. C'est un de vos déterminants. Eh bien, eux de même, ils votent comme père et mère de famille, comme ouvriers, comme intellectuels. Bon, le pourcentage, pardon. C'est la deuxième religion du pays. 69%, ça montre qu'il y a une proportion importante. Oui, mais je ne sais pas comment ce sondage a été établi, donc permettez-moi d'avoir des doutes sur la question. Oui, non, mais bon, on prend 1000 personnes et puis ensuite on en trouve dedans 10 qui sont musulmans et dedans on en trouve 6 qui sont d'accord avec Mélenchon et on dit 69% des musulmans. Ça n'a pas de sens. Il y a des musulmans de droite, des musulmans de gauche, des musulmans de tout ce que vous voulez. La religion n'est pas un déterminant politique aussi direct que celui qui est dit par ce sondage. Et on reparlera du pape tout à l'heure parce qu'il y a une popolatrie presque de Jean-Luc Mélenchon. Là, on parlera du et vous allez voir. Vous déjà... C'est une émission qui se fait dans la nuance. Mais pas du tout. Jean-Luc Mélenchon, si on reste un instant, vous pourrez vous commenter et sourire. Un instant simplement sur la gauche, parce qu'au-delà des batailles de personnes, etc., il s'est passé ces derniers jours quelque chose dans le degré de colère à gauche qui est quand même très marquant. Et vous savez que ça désoriente un certain nombre d'électrices et d'électeurs de gauche. Les propos de Mme Chikirou, figure de votre parti, qui dit « il y a du Doriot chez Roussel », visiblement, ça a laissé des traces. C'est la déclaration maintenant de Roussel. Quel est votre propos là-dessus exact? Est-ce que vous le regrettez? Écoutez, il faut que je prenne avec le sourire ce type d'attitude. Madame Chikirou n'a jamais dit ça. Elle l'a écrit. Elle a retweeté un de vos collègues. Votre collègue, pas le nôtre. Ce n'est pas LFI, c'est Daniel Schneiderman, le site Arrêt sur Image, qui dit ça, et Madame Chikirou retweet. Et quand on dit à Schneiderman, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire? Il a expliqué quelque chose qui est une réalité. Il y a un grand malaise à gauche avec certaines déclarations, pas celle de Madame Chikirou, celle qui, dans les discours de Fabien Roussel, pose problème à gauche. Mais un exemple. Par exemple, dénoncer la gauche de la Sistana. Par exemple, lorsque la tête de liste la France des élections... C'est quand il a dit la France des allocs. Oui. Ouais. Et j'en passe et des meilleurs. Quand la tête de liste aux élections européennes que M. Roussel a nommée dit « mieux vaut la retraite à 64 ans que le droit à la paresse », c'est-à-dire mettant « mieux vaut travailler plus dur et y mourir au travail » qu'un texte du genre de Karl Marx à une époque où il n'y avait ni retraite, ni week-end,
ni vacances. Mais, eh bien, alors, pardon, ce sont mais des pourquoi choses il le qui fait, nous mettent pardon. mal à Est-ce que l'aise. c'est quoi? De l'opportunisme? C'est de l'opinion? C'est Je ne quelque sais chose pas. quoi? Écoutez, franchement, je m'en fous. Voilà. Vous me posez la question. Mais vous pouvez pas vous en foutre. Mais c'est la ça ne- NUPES, c'est Oui. votre alliance. Mais Vous non, pouvez pas vous en non, foutre. il a décidé qu'il en sortait, donc il faut Ça veut dire que savoir. c'est fini? Écoutez, je répète ma phrase, je m'attendais à ce qu'on parle de mon livre. Bon, pas de on va y Fabien. revenir. Non, mais moi, ça m'intéresse pas, votre histoire. Ça intéresse vos électrices et vos électeurs, non, franchement. Non, ça n'intéresse personne, à part les journalistes qui ne savent pas Jean-Luc quoi Mélenchon, faire. Mais si, vous ça n'êtes traite pas un dans- perdreau de l'année. Il y a eu des décennies où on se battait sur l'union de la gauche. Ça intéresse toujours de savoir si vous êtes unis ou désunis. Oui, ça c'est D'accord. vrai. Tant mieux pour vous. Bah oui, mais ce serait peut-être mauvais qu'il signe vaut- qu'on s'y Alors, intéresse attends, pas. c'est Ouais. une autre question, il faut le prendre par ce bout-là. Oui. L'Union populaire, en effet, est la solution. Oui, bah, Nous là, vous devons n'y êtes pas. rassembler Là, le c'est la peuple. convergence des haines pour l'instant. Pardon, quand on J'ai regarde. la plus grande difficulté à penser en 140 secondes. Oui. S'il vous plaît, laissez-moi finir une phrase. Allez-y. Mais ne serait-ce que par amabilité, Allez-y. juste pour être courtois un instant. Allez-y. Bien. Donc, l'Union populaire est la solution, puisque mon livre décrit l'émergence d'un nouvel acteur social, qui est le peuple. Il faut donc qu'il puisse s'unir et donc déjouer les manœuvres xénophobes, racisme et combien d'autres, et la division. La forme tactique de cette union est une alliance politique. Mais ce qui est le plus important, c'est l'union, pas l'alliance politique. Nous ne pouvons pas faire alliance sur la base de la dénonciation de la France de l'assistanat. Ça ne sera pas possible. Dès lors, vous comprenez qu'à cette étape, nous rencontrons, nous, qui sommes la force pour l'instant la plus importante, une difficulté. Comment rassembler quand vous signez un programme avec 640 mesures dedans, vous attendez que les élections soient finies, et à peine sont-elles finies que ceux qui ont signé disent « oui, tout ça, on s'en fout, c'est pas vraiment le sujet ». Voilà la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Et en même temps, qu'on approche d'une élection où nous pourrions gagner si nous étions unis, et que nous perdrons à tous les coups si nous sommes divisés. Voilà pourquoi c'est difficile et compliqué. Mais permettez-moi de vous dire que c'est pas une bataille de tweets, ça. C'est une bataille de civilisation. Si la France donne comme signal à toute l'Europe que dans ce pays, une gauche de rupture rassemble, passe en tête de toutes les formations politiques, ben ça change l'histoire de France et de l'Europe. Jean-Luc Mélenchon, question qui n'est pas du tout dehors de la controverse, qui est très paisible et douce. Ça sera nouveau. Voilà. Il y a dans votre livre quelque chose vraiment d'intéressant, c'est-à-dire que vous avez fait évoluer votre discours, c'est pour ça qu'il est intéressant. Je me rappelle cette époque où Mitterrand qui venait plutôt d'un monde de droite, avait évolué, avait changé. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça dans votre conscience politique, ces dernières années, où vous avez changé? Bon, oui, parce que la vision que j'avais du socialisme, qui correspondait à ma génération et à notre époque, était une vision qui était concentrée sur la question de la propriété des moyens de production et sur le développement des forces productives. Tous les aspects qualitatifs nous paraissent secondaires, de oui, ça sera réglé. Bon, ce n'est pas le cas. Et évidemment, la contradiction principale entre le capitalisme et nous, c'est la destruction de l'écosystème. Par conséquent, oui, j'ai dû changer. Je peux vous dire la date. C'est aux alentours de la chute de l'URSS, mais pas à cause de l'URSS, à cause d'un rapport, celui de Mme Gro-Harlem-Brundtland, qui pour la première fois, au nom de l'ONU, nous propose des critères de développement humain comme mode d'évaluation politique. Ce fut pour moi un changement qui s'est opéré progressivement et qui me conduit jusqu'à ce livre, à travers 22 autres que j'ai écrits auparavant, où j'ai affiné et où je propose à la jeune génération, qui a à 50% voté pour moi, et ça c'est pas une affaire de religion, c'est une affaire d'âge, entre 18 et 24 ans, 50%, entre 18 et 34 ans, 40%. Donc c'est à eux, je me tourne vers eux, je suis un homme qui vient d'une époque et qui propose une grille d'analyse globale. Est-ce que ça veut dire que la social-démocratie est finie? Est-ce que vous ne jetez pas un peu vite à la poubelle la social-démocratie? Je rappelle quand même qu'elle est au pouvoir en Allemagne, c'est pas la moindre des pays, c'est le plus grand pays d'Europe, c'est la première économie de l'Europe. Ça donne envie. Hein. Vous pouvez vous moquer. Alors, Monsieur Scholz donne peut-être pas forcément très envie, mais il se trouve quand même qu'à bien des égards, ça marche mieux que la France. C'est déjà pas mal. Alors bon, ça c'est un autre sujet. L'admiration perpétuelle des élites de la classe médiatique pour l'Allemagne m'a toujours fait rigoler. L'Allemagne est un pays en pleine décadence, en pleine décrue démographique, qui est en train de perdre pied dans son modèle économique, mais laissons ça de côté. Vous dites Quelle les était la élites, question ? pardon, mais le fond, est-ce que là, l'autre facilement. gauche, est-ce que la vieille gauche n'est pas en train de dire attention, n'oubliez pas la croissance, n'oubliez pas le salaire, n'oubliez pas les primes, quand le gouvernement, pardon, ça peut sembler des mesures d'occasion, mais quand le gouvernement, M. Attal dit 380 € pour un demi-million d'enseignants, c'est un peu la vieille social-démocratie. C'est pas les grandes idées sur le monde d'après-demain et Mme Brundtland et le voilà. Mais ah bon parce que ça c'est dérisoire. non, pas du tout.
Ah bon? Mais c'est déjà... Non, parce que vous savez que ce pays vit sur une grande idée, la Déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. Mais heureusement qu'il y a des gens comme vous pour nous rappeler que nous devons surtout nous occuper d'autre chose. Mais en attendant les droits humains, c'est très important. 380 euros, est-ce que c'est bien? Qui m'a été posée, si ça ne vous ennuie pas, avant d'en poser une seconde. À moins que vous vouliez me poser la suivante aussi, dès maintenant. Allez, vous êtes plus joueur que moi. Alors, vous m'avez dit, la social-démocratie, est-ce que vous jetez pas un peu vite à la poubelle, etc. Bon, d'abord, c'est pas mon vocabulaire. Je ne jette rien ni personne à la poubelle. Je dis une chose qui est faite de bon sens, mais peut-être que vous allez la récuser au profit de monsieur Attal comme social-démocrate. On n'a pas fini de rigoler en vous écoutant. Mais quel est le problème de la social... Non mais attendez, un membre du gouvernement le plus libéral, le plus bourgeois de l'histoire de France, social-démocrate, je vous dis oui, on a le droit de se marrer quand même, non? On peut aussi faire ça. Alors, regardons bien la social-démocratie pour comprendre. Le raisonnement social-démocrate est le suivant. La société est inégalitaire, nous allons corriger les inégalités liées au capitalisme en faisant une distribution inégalitaire, on donne plus à ceux qui ont le moins, à mesure que la croissance se fait, comme ça on ne prend rien à personne. Ce raisonnement-là suppose une croissance sans fin. Je vous signale, accidentellement, nous sommes au XXIe siècle. Et le secrétaire général de l'ONU vient de dire l'effondrement est commencé. Ça n'a pas l'air de vous avoir atteint. Et M. Chirac, lui, disait, M. Chirac, c'est moi qui le cite, la maison brûle et pendant ce temps, on regarde ailleurs. Ben vous revenez, vous me dites, ah ben si, ce qu'il faut faire, c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Si nous faisons ça, nous nous condamnons nous-mêmes à mort. Nous détruisons la nature, nous détruisons la vie. Et nous ôtons à nos enfants le goût d'avoir des enfants. Parce que c'est quand même ça le résultat de tout votre merveilleux monde dont vous nous faites l'apologie depuis tout à l'heure. Est-ce que ça n'est pas en l'occurrence notre monde? Et quand vous regardez les Chinois, eux, ils ne parlent pas de décroissance. Ils sont très heureux de croître. Les Africains sont très heureux de croître. Il y a le président du Bénin sur notre antenne, il disait, la Chine, voilà un modèle. Eux, ils ont une croissance continue. Il n'avait aucune envie de décroître. Et il a envie de ce qu'il veut. Et les Chinois de même. Ce n'est pas cela dont je parle. Je vous parle de ce que nous pouvons faire, nous les Français, si nous nous apercevons à temps qu'on peut faire autrement. Voilà. Et dans tous ces pays, je vous le redis, ce que demandent les gens, ce n'est pas la croissance qui est le vocabulaire des comptables. Ce n'est pas la croissance. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir ce mépris-là? C'est-à-dire avoir des enseignants, c'est-à-dire avoir des médecins, c'est-à-dire avoir les moyens de vivre, de cultiver, de se nourrir. Vous disiez, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de mépris quand vous dites les comptables? Non, je vous pose une question sérieuse, c'est pas du tout pour vous provoquer. Des générations de gens ont vu dans leur famille qu'on vivait plus longtemps. On avait des antibiotiques qu'on n'avait pas dans le passé. Voilà. Le système libéral, démocratique de marché a plein de défauts, mais il a amené tout ça. Vous venez de nous apprendre quelque chose de nouveau. C'est le libéralisme qui a découvert les antibiotiques. Vous n'êtes pas gêné par ce type d'affirmation, ça vous en... Quel autre exemple de développement existe dans l'histoire que celui-là, pour l'instant? Vous auriez dû poser la question à vos ancêtres quand ils se sont mis en tête de changer le régime monarchique pour le remplacer par la République. On a posé la même question à Jaurès, une fois. On lui dit, il est dans l'hémicycle, on lui dit « Monsieur Jaurès, chiffrez votre changement !» Et Jaurès, comme moi, regarde ce gars et lui dit « Écoutez, vos ancêtres ne se sont pas souciés de savoir combien ça coûtait de nationaliser la moitié des terres d'un département quand on les prenait à l'église. Ce que nous sommes censés faire, monsieur, c'est essayer de penser dans quel monde on va vivre là et demain. C'est ça la responsabilité politique, le sens moral. Et si nous nous soustrayons à cette tâche, nous n'accomplissons pas notre tâche d'intelligence humaine qui est comprendre le monde, voir ce qui doit être changé. Ce livre, il propose une vision globale et il montre comment on pourrait procéder. Est-ce que là, le Sud, selon vous, nous enseigne? Vous connaissez bien ce qu'on appelle le Sud global. Certains dans le Sud global vous admirent. Lula, moi j'ai interviewé Lula il y a quelques années, il a un culte de Mélenchon. Là, vous avez un fan absolu. Bon, fan absolu, enfin vous êtes... allez-y et continuez. Oui, après si on s'arrête, c'est vous qui êtes étonné que ça aille pas plus vite. Mais non, moi, Lula n'est pas un fan, c'est un ami, et je ne suis pas un fan de sa politique. Pourquoi? Parce qu'il y a des aspects avec lesquels je suis d'accord, et d'autres avec lesquels je ne suis pas d'accord, de même que Lula. Donc le monde n'est pas fait de blanc, noir, fan, c'est pas un jeu tout ça. Nous sommes en train de parler de l'avenir de l'humanité. Alors parlons-en. Et lorsque nous parlons des pays du Sud, vous manifestez toujours la même morgue à leur égard. Je vais vous dire une chose. Pourquoi morgue? Parce qu'ils ont besoin de développement, ils admirent, c'est des irresponsables, la croissance, etc. Je vais vous donner un exemple. Le royaume du Maroc a été plus habile, mieux organisé que nous pour faire face à la Covid. Je pourrais prendre des tas d'exemples de pays où il faut apprendre des autres.
accepter d'apprendre des autres. Vous allez, Jean-Luc Mélenchon, vous êtes né au Maroc, il faut le rappeler. Vous allez vous rendre là prochainement au Maroc. Oui, oui. Voilà. C'est un de ces pays, c'est le Sud. Le Sud, c'est un peu général, ça je vous l'accorde comme volant. Hein. Mais un de ces pays où il y a un différent profond avec la France. Est-ce que c'est leur faute ou est-ce que c'est la faute de la France? Bon, avant d'y aller, vous allez me permettre de dire des choses qui permettent de rassembler avant de commencer à se mettre des paires de gifles. Et en tout cas, moi, j'ai pas l'intention d'assumer la responsabilité des actes de M. Macron. D'accord? Je l'ai fait longtemps, en me taisant, en ne disant rien, en alertant, car je l'ai fait, auprès au moins d'un Premier ministre, en lui disant « ça va mal tourner dans tel pays ». Ça a mal tourné. Maintenant, moi, je tiens ma place. Ma place, c'est d'essayer, à ma façon, comme Français, de dire à tous ces pays, à tous ces peuples, écoutez, la France, c'est pas que M. Macron. Il y a aussi nous. Et nous ne sommes pas dans une relation de domination avec vous. Voyez-vous, dans le livre, à un moment donné, je dis, il faut renoncer à la volonté de puissance. Pourquoi voulons-nous être puissants? Pour pouvoir être libres et faire ce que nous voulons. Donc, nous voulons être indépendants. Comprenons que les autres aussi veuillent être indépendants. Et qu'à d'école, le Maroc, on ne peut pas dire qu'on ait envie de dominer le Maroc. Vous avez l'impression que la France a une volonté de puissance sur le Maroc? Non, mais passez pas d'une chose à l'autre. On était sur un sujet sérieux. Le Maroc, c'est très sérieux. Les rapports de domination existent, vous ne les avez pas vus, tant pis pour vous, une autre fois je vous les expliquerai. Regardons ce qu'on peut faire. J'ai parlé de créolisation tout à l'heure. La langue française, disons la langue commune, est un espace de créolisation. Pour nous, les Français, petit peuple de 67 millions de personnes, 68, en train de décliner démographiquement, la pulsion venue d'Afrique est extrêmement importante pour notre langue, pour les arts, pour la médecine, pour la science et tout. Donc nous devons créer des occasions d'avoir des causes communes. Avec les pays francophones, nous pourrions par exemple avoir en commun une université de la mer. Nous pourrions avoir une université de l'espace. L'Afrique s'est fait voler le 19e siècle à cause de l'esclavage, le 20e siècle à cause de la colonisation. Pourquoi au 21e siècle n'aurait-on pas ensemble la cause commune de la science et de l'espace? C'est une très belle idée. Faut-il qu'ils le veuillent? Pour l'instant, c'est le ressentiment. Ce sont les mots très durs qu'ont eu les Marocains. L'exemple des Algériens. L'Algérie, quand même, c'est frappant, qui rétablit dans son hymne national le couplet anti-France, menaçant sur la France. On est en 2023, on n'est plus en 1962. Comment est-ce que vous expliquez ça? Vous étiez d'une famille pied noir. Je suis navré de vous voir dans ce rôle. Comment pouvez-vous dire des choses aussi fausses avec un tel aplomb? Qu'est-ce qui est faux? Parce que le couplet dont vous parlez a toujours été dans l'hymne national algérien. Il est rétabli dans sa forme de lecture totale. C'est ça le changement. Vous avez raison. Et alors, conclusion? Quand même, c'est pas très sympathique. Parce que nous sommes sympathiques et donc il est normal que les autres soient sympathiques. Alors, la France a beaucoup à se reprocher en Algérie dans son passé. Et nos relations avec toute l'Afrique mais là maintenant, ces dernières années, pardon, je vous pose une question précise. Ces dernières années, où est la responsabilité de la France à l'égard de l'Algérie, par exemple, ou du Maroc? C'est pas en répondant à des questions pareilles qu'on fera avancer les affaires, ça c'est sûr. Je vous pose une question précise. Mais pour vous, tout est conflit. Je ne parle pas de la colonisation, de la guerre d'Algérie. Je dis ces dernières années. Vous disiez Macron. Macron, c'est maintenant. Je pense que les téléspectateurs, je prends un témoin, je fais ce que je peux. Allez-y. Est-ce que je peux parler? Allez-y. Bon. J'essaye de vous expliquer que, bien sûr, nous avons des différends. Vous n'avez pas l'air d'être surpris que ce soit avec tout le monde. Comment, en l'espace de 6 ans, la France a-t-elle pu se fâcher avec tout le monde? Il y a peut-être un problème politique. Peut-être qu'il faudrait aborder, il y a des problèmes qui sont liés au personnage. Monsieur Macron, sa manière de parler. Tiens, il est parti réparer la clim. À l'autre, t'as fait un arrangement électoral. Cette manière grossière de traiter les autres n'est pas admise. Mais essayons de faire en plus un effort, de dire que pourrait-on proposer qui convaincrait tout le monde que nous sommes sortis de la mentalité néocoloniale, que nous ne sommes plus là pour seulement aider des très grandes multinationales françaises à s'implanter et à prendre. C'est donc en faisant des propositions de cause commune, pacifiques. Et je vais vous dire une chose, nous en avons besoin, car à nous tout seuls, nous n'y arriverons plus. Nous sommes une puissance spatiale. Vous savez comme moi que les Allemands nous ont une fois de plus mis dans une situation d'embarras extrême. Le projet Ariane 6 est bloqué en partie au moment où nous aurons le plus besoin de ces lanceurs. Eux ont décidé d'en faire tout seuls dans un coin avec les Suédois. Donc nous aurions d'autres partenaires dans le monde. Et il faut se tourner vers eux, et notamment vers le monde qui est en émergence, qui arrive et qui demande qu'à vivre. Pas des rapports de force, de violence. Ça, c'est le 19e, le 20e siècle. On est au 21e. Les Américains l'assument. Les Américains ont fait la guerre d'Irak, avec toutes les conséquences dramatiques qu'on sait. Non. Et on a l'impression... À l'époque, on m'a traité d'ami de Saddam Hussein. Vous n'étiez pas le seul.
Villepin, Chirac, vous n'êtes pas le seul à vous y Ça, c'est la deuxième guerre. Ouais. Il faut vous mettre à jour. Il y a eu deux guerres. L'invasion. Alors, attendez. Oui, je parle de l'invasion. Oui. La première guerre et ensuite la deuxième. Oui. Et ensuite, le président Chirac et M. de Villepin ont, d'une manière que j'approuve absolument, refusé de participer au désastre qu'a été cette deuxième guerre. De la même manière, notre entrée en Libye, qui au départ était une interdiction de survol de certaines villes, s'est transformée en une invasion pure et simple. Pardon, la France s'est plutôt bien comportée par rapport aux États-Unis. Est-ce que ça, vous l'accordez à l'égard de ces peuples? Ah ben bien sûr, à l'époque de M. de Villepin, Oui. magnifique. Mais même encore aujourd'hui, franchement, aujourd'hui, au Niger, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Des dizaines de soldats français tombés, sacrifiés contre le djihadisme. Le résultat, c'est que au Mali, au Niger, elle doit reculer. La faute à qui? Écoutez, monsieur, je ne veux pas gâcher votre dimanche. Tout va bien, à quoi bon en parler? C'est une question. Mais non, mais ce n'est pas une question, c'est une affirmation. Vous n'avez rien écouté et vous ne suivez rien. Je suis intervenu à l'Assemblée nationale. Mais non, mais écoutez, allez, vous êtes je vous pose une question. Mais non, mais vous posez une question, moi aussi. Je fais une réponse. Ouais. Alors voilà, vous posez une question, je fais une réponse. Je me suis déjà exprimé sur ces sujets, en particulier sur le Mali, qui n'a pas l'air de... Ça n'a pas l'air de poser un problème à la classe médiatique. La France décide une intervention militaire, sous prétexte, il paraît, d'un pouvoir à l'époque, fort mal élu, qui nous a demandé d'intervenir. On décide de s'installer. On y reste 9 ans. On vote une fois à l'Assemblée nationale, point final. Et à la fin, on se fait chasser. J'ai dit ce que j'en pensais à l'époque, en disant, la France ne mérite pas d'être traitée de cette manière. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale. Pourquoi me reposez-vous la question? Mais ça ne résout rien. Une fois que j'ai dit ça, il faut aller de l'avant, il faut faire d'autres propositions. On ne peut pas être simplement là à dire, écoutez, nous avons fait une addition d'erreurs. 54 des nôtres sont morts là-bas. Des milliers de gens ont été pris dans cette guerre. Bien. Vous voyez cette complexité. Il faut passer à autre chose. Si nous ne passons pas à autre chose et que nous venons seulement pour donner des leçons, nous serons fort mal reçus. Et c'est ce qui se passe. Un personnage dans ce Sud global, j'aimerais que vous disiez un mot, parce qu'il s'est passé quelque chose avec le pape François. Le pape François qui vient à Marseille, qui fait des reproches au gouvernement sur la politique de migration. Et vous qui avez été dans le passé parfois assez sévère sur la papauté, vous vous rappelez? Oui, voilà. Allez-y, continuez. Il y a quelque chose vraiment qui vous plaît chez ce pape, plutôt de gauche, argentin, de cette complexion. Est-ce qu'il représente ce nouveau monde selon vous? C'est une voix dans le monde. Il y en a beaucoup. Chaque fois qu'il y en a une qui va dans le sens qui nous paraît être le bon, eh bien on l'appuie. On se soucie davantage de ce qui est dit que de celui qui le dit. Avec la papauté et l'Église catholique, tout le monde connaît les divergences que je peux avoir, et je ne suis pas le seul. Par exemple, l'Église s'oppose au droit à l'avortement. J'ai dit 100 fois, ne vous opposez pas à la loi, c'est une liberté. Prêchez à vos croyants qu'ils n'y recourent pas, mais n'empêchez pas que la loi soit adoptée, parce que c'est une loi de liberté. De même pour les lois sur la fin de vie. Mais lorsque le pape vient, et que ceux qui passent leur vie à nous raconter des salades sur les racines chrétiennes de la France et tout ça, et que ce sont ceux-là qui le boycottent, permettez que je sois un peu amusé. Moi, je soutiens le pape quand il dit on doit traiter les migrants pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire nos frères et nos sœurs en humanité. Et je n'ai pas de honte à le dire. Est-ce que vous avez retrouvé là quelque chose? Vous avez été enfant de cœur, Jean-Luc Mélenchon. Ouais, enfant de cœur, j'ai la peine à vous imaginer. Je me permets de vous signaler que j'en ai 72. Oui, vous ne les faites pas. Disons qu'il y a un certain temps, j'étais enfant. Vous n'avez pas l'air fatigué. Et non, quand vous êtes fatigué, non. Messe en latin, hein? Oui, la messe était en latin. Extraordinaire. Vous avez des paroles en tête encore? Oui, bien sûr, tout le début. Non, bah allez, passons à autre chose. Liberanos à Malo. En latin à la télé, quand même. C'est extraordinaire. Non, mais on essaie de vous imaginer enfant de cœur. Bah, j'avais 7-8 ans. Ma mère était très croyante et je lui suis très reconnaissant par la foi de m'avoir protégé du racisme, voyez-vous. Parce que, au nom de sa foi chrétienne, et comme en Algérie, peut-être que vous ne le savez pas, mais la cathédrale d'Alger est écrite autour « Nous prions pour nos frères musulmans ». Et je pense que quelques chrétiens de circonstance en France seraient bien d'aller faire un tour là-bas pour se rendre compte que tel doit être le rapport avec nos frères humains, quelle que soit leur religion. Alors, est-ce que vous avez gardé quelque chose de ça? Pardon, parenthèse, on ne va pas faire de la grande histoire, mais il y a cette extraordinaire interview de Marchais par Chancel, je ne me prends pas pour Chancel, mais peut-être, qui lui dit « Et Dieu dans tout ça ». Vous connaissez l'archive? On passera une autre fois. Et Marchais dit il y a quand même beaucoup de correspondance entre le communisme et le catholicisme. Ça m'a structuré. Ça vous a structuré, vous?
Bah, moi, dans ma jeunesse, par la force des choses, et puis ensuite parce que j'entrais dans l'adolescence, quand j'ai découvert les textes de Pierre Teilhard de Chardin, qui introduisaient l'histoire, la foi dans l'histoire. Oui, après, je ne vais pas raconter d'histoire. J'ai adhéré intellectuellement au matérialisme historique et dialectique. Bon, voilà, je suis un autre homme, comme beaucoup. Mais j'en ai gardé, oui, du respect pour les croyants. Et beaucoup de membres de ma famille sont profondément croyants et attachés à l'Église catholique. Alors, moi, j'ai une vie d'homme public et je considère comme de mon devoir de ne jamais exposer des idées religieuses parce que j'ai la prétention de représenter tout le monde pour des raisons qui ne sont pas religieuses mais politiques. Est-ce que vous n'avez aucune nostalgie de ce monde-là? Le paradoxe, c'est que c'est une nouvelle gauche que vous décrivez qui est très loin de ce qu'était Mitterrand. Rappelez-vous Mitterrand qui parlait de son enfance à Saint-Paul d'Angoulême, etc. Bien le sûr. grec, le latin, la culture chrétienne, les bons pères, etc. Vous venez de ce monde-là. Voilà. Et là, vous écrivez un autre monde qui est celui de la société créolisée. Là. Il n'y a aucune nostalgie? Bah, tout homme, toute femme a une nostalgie de sa jeunesse, ce qui conduit souvent à faire des erreurs et à dire une bêtise comme avant c'était mieux. Eh ben, permettez-moi de vous dire qu'avant j'y étais, c'était pas mieux. Et donc je trouve au contraire très excitant le monde dans lequel nous vivons. Mais je vous pose une question. Celle-là, elle est un peu méchante. Un peu méchante. Ah, je ne sais pas si vous vous rappelez, les autres étaient toutes gentilles. Qui n'a Je ne sais pas échappé si vous vous à rappelez personne. Martinet qui disait de Mitterrand, il a appris à parler socialiste. À un moment donné, il disait la rupture, capitalisme, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y croyait lui-même toujours. Est-ce que vous, là, à un moment donné, vous avez appris à parler nouvelle gauche? Ça marche. Non, attendez, faisons la part des choses. Le président Mitterrand, paix à ses cendres, était convaincu de ce qu'il disait. Ce qu'il disait était si mal calculé, la gauche de l'époque, j'en faisais partie, nous nous sommes tellement trompés qu'après avoir tout nationalisé, toutes les banques, tout le tiers de l'industrie, il n'y avait pas le début du commencement d'un socialisme dans ce pays. Donc, admettons qu'on s'est quand même trompé, que ça mérite qu'on en discute. Mais sur la vieille culture. Alors, quand la on vieille en vient culture, à moi, je suis... vous savez, c'est comme vous, quand vous étiez petit, vous croyiez au Père Noël. Et un jour, vous avez cessé d'y croire. Vous êtes devenu un autre homme. Eh bien, moi, j'ai cru que le développement des forces productives suffisait à faire le bonheur de l'humanité. Et au fil des années, ce n'est pas ce livre, j'ai écrit 23 livres, celui-là est le 23e. Mais j'ai commencé vite, en 1983, en voyant que rien de ce qu'on avait prévu ne se passait. Donc j'ai écrit un premier livre qui arrive en 1991 et qui s'appelle « À la conquête du chaos ». Il s'agissait de conquérir le chaos. Aujourd'hui, est-ce que vous vous rendez compte de l'immense changement exaltant qu'a connu ce monde ? Par la contraception diffusée à plus de 70% de l'humanité, les femmes ont été libérées d'une sorte de fatalité. Le résultat de tout ça... De la même manière, nous avons tous un téléphone dans lequel nous accédons à la communication 5 milliards sur 8 milliards. Ce monde contient les plus belles choses possibles. Un mot encore, parce que d'abord je recommande votre livre, parce qu'effectivement, d'accord ou pas, c'est intéressant, il y a de la littérature aussi à derrière de Chardin. J'aimerais votre regard sur cette citation de Chateaubriand. Elle date d'il y a 2 siècles, 1822, Mémoire d'outre-tombe sur... Déjà, il prévoit la fin du moment occidental, comme beaucoup d'experts aujourd'hui. On va la lire. Nous possédions outre-mer de vastes contrées. Elles offraient un asile à l'excédent de notre population, un marché à notre commerce, un aliment à notre marine. Nous sommes exclus du nouvel univers où le genre humain recommence. Les langues anglaises, portugaises, espagnoles servent en Afrique, etc., etc. Et nous, déshérités des conquêtes de notre courage et de notre génie, à peine entendons-nous parler dans quelques bourgades de Louisiane et du Canada du français. Tout cela témoin des revers de notre fortune et des fautes de notre politique. Alors vous êtes plutôt Victor Hugo, vous, mais est-ce que vous achetez Chateaubriand d'il y a 2 siècles? Ça prouve une chose, c'est que la nostalgie absurde n'est pas d'aujourd'hui. Alors bon, je pourrais comme lui dire « Ah, la Louisiane, c'était merveilleux. Ça représentait 20% du territoire des États-Unis. J'aurais préféré qu'on y parlât français. Et Napoléon a été bien stupide de vendre ça pour faire la guerre de Russie. » Vous venez d'utiliser un subjonctif imparfait. C'est fini. Ce monde-là est fini, Jean-Luc Mélenchon. Non. Mais bien sûr. Alors, attendez. Vous êtes le dernier. Allez, que peut-on dire? Oui, le monde... part là. C'est fini qu'il parle là. L'accent circonflexe, c'est mort. Et que le monde est basculé vers le Pacifique, c'est une évidence. Raison de plus pour pas se fâcher avec tout le monde et essayer d'avoir des liens qui fassent qu'on dise « Ah, les Français, bon, ils produisent pas des aussi grosses voitures que les Allemands, mais ils sont très intéressants pour l'espace, la mer. Rendons la France désirable. » Je recommande vivement votre livre « Faites mieux vers la révolution citoyenne » chez Robert Laffont. Voilà, 20 €. Je l'ai acheté, en plus, il n'y a pas eu de service de presse. Voilà. On va entendre Luc Ferry. C'est pour ça il m'en veut, ça se sent. Luc Ferry et Daniel Cohn-Bendit. On sent qu'il y a une petite picou là contre moi.